Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La peinture s'apparente de manière claire à la scénographie par l'utilisation d'une perspective où peuvent se déployer des figures, des décors et des objets. Le védutisme correspond à un courant artistique italien du XVIIIe siècle où l'utilisation d'une chambre obscure, camera obscura, dans la pratique du peintre permet d'obtenir des vues réalistes et grand format de paysages naturels ou urbains. La veduta italienne peut être entendue comme la vue, l'image d'un paysage, qui sera distribuée à Rome dès la fin du XVIIe siècle. Le succès des vues sera initié par la série des 104 images de Venise produite par le peintre et mathématicien Luca Carlevaris en 1703. Giovanni Antonio Canaletto, 1697-1768, deviendra ensuite le principal représentant du mouvement en Italie, inspiré par ailleurs par le grand courant paysagiste flamand du XVIIe siècle, dont Vermeer fut un des célèbres architectes. Fils d'un décorateur de théâtre, Canaletto réalise ses premières œuvres pour la scène et pour l'opéra, avant de travailler à des commandes émanant en majorité du marché anglais, friand de ses vues construites à partir de croquis que le peintre conservait dans des carnets. Il passera près de 10 ans en Angleterre pour se rapprocher de ses mécènes, où il capturera l'esprit des villes et de la campagne. Il s'attachera au territoire de Birmingham, où se trouve le château de Warwick, et d'où est issue cette image en tout point panoramique qui souligne l'envol de la vision, commandée par le propriétaire du monument, Francis Greville, connu comme Lord Brooke, et terminée en 1748. Être juif dans les années 1930, notamment en France, ne permettait pas d'occuper un poste de travail à temps plein. Certaines aventures professionnelles ont donc dû se dérouler de manière indépendante pour permettre à des artistes juifs de gagner leur vie. Les deux photographes, Gerda Taro et Robert Capa, se sont ainsi lancés à corps perdu dans la photographie d'information et de guerre, en se rendant au quotidien sur les théâtres des opérations. L'actualité les a ainsi menés en Espagne, lorsque de nombreux réfugiés ont quitté le pays pour rejoindre la France. Leur principal objectif était de rendre la guerre palpable, de la faire ressentir, alors que beaucoup en étaient éloignés. La photographie joue ici le rôle de passage des corps et des objets dans le monde du visuel et de la mémoire. Taro et Capa purent ainsi développer leur technique à Barcelone, où ils trouvèrent aussi un environnement propice à la parité professionnelle. Chacun avec son style et son appareil. Rolleiflex pour Taro, Leica pour Capa. Taro a fui la ville de Leipzig pour échapper à la montée du nazisme et a, comme Capa, changé de nom pour rejoindre sa nouvelle vie, du côté de l'antifascisme. Elle sera la première femme photographe de guerre tuée en plein travail, à 27 ans, en 1937. Capa fondera l'agence de presse Magnum en 1947, avant de disparaître sur le terrain, à l'image de Taro, en couvrant la guerre d'Indochine pour le magazine Life en 1954. Entrez dans l'image. Voici ce que nous propose la réalité virtuelle. L'immersion au sein d'un environnement reconstitué, ou EV pour environnement virtuel, a été travaillée depuis les années 2000 par les mondes scientifiques et thérapeutiques pour développer des traitements encadrant des pathologies lourdes, de la mémoire, de l'attention ou du contrôle du mouvement. Grâce à cette immersion, les patients victimes de troubles neurologiques ou cognitifs se retrouvent au cœur d'une situation
simulant efficacement un contexte réel et peuvent bénéficier d'un retour plus confortable et d'une meilleure qualité d'action et d'interaction a posteriori dans leur quotidien. La réalité virtuelle ne se situe donc clairement pas ici du côté du fantasme ou du rêve mécanisé, mais bien plutôt dans la mise en forme de stimulation proche de ce qui peut être ressenti dans la réalité physique afin d'apprivoiser cet environnement, source d'anxiété ou de troubles. En dehors d'un usage médical, ergonomique ou artistique, il semble tout à fait possible d'imaginer utiliser la réalité virtuelle de manière plus courante pour favoriser l'expression, la créativité et la confiance en soi. Cet axe de réflexion permettrait aussi aux utilisateurs des environnements virtuels de réfléchir l'image contenue dans l'image, d'inaugurer une forme nouvelle de médiation artistique avec le réel, et notamment avec les récits, les narrations et les œuvres de fiction qui y sont produites, comme une poursuite et une augmentation des postures ludiques, réflexives et coopératives développées dans les industries indépendantes du jeu vidéo depuis près de 15 ans.